Chaque matin, ils sont sur la première ligne de l'info. Catherine Gauthier, Rebecca McConnell et Raphaël Bouvier-Auclair donnent le ton à votre journée. Suivez la nouvelle émission Première ligne du lundi au jeudi 6h, heure de l'Est. Ici RDI. Nous sommes le mardi 16 septembre. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver encore ce matin. Merci d'être avec nous. Ce qui va retenir notre attention et ce qui s'est passé au cours des dernières heures, on se tourne vers la scène internationale, vers la bande de Gaza et Jean-Philippe Robillard sera avec nous plus tard pour nous en parler. La phase principale de l'offensive sur la ville de Gaza a commencé, c'est ce que disent des responsables militaires israéliens, donc l'armée israélienne qui a lancé dans la nuit son offensive dans la ville de Gaza. On va y revenir et ça survient au même moment où l'ONU a publié un rapport d'une commission d'enquête internationale indépendante qui accuse Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza depuis octobre 2023. Donc, beaucoup d'actualités en provenance de ce coin du globe. Jean-Philippe Robillard sera avec nous un peu plus tard pour nous résumer tout ça. Déjà avec moi en studio, autour de la table, Julie-Jasmine Boudreau et Véronique Méran. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Véronique, on va se parler de météo dans quelques secondes, mais essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est que le beau temps est là pour un bout. On est bloqué du bon côté. Okay. C'est ce qu'il faut retenir. Ah, c'est bon, ça. Bloqué du bon bord. Bloqué du bon bord. J'ai pas entendu ça souvent. Non. C'est une petite expression de moi-même. OK, parfait. On va revenir avec les détails de ce que ça veut dire, mais on comprend qu'il va faire beau pour les prochains jours. Et Julie-Jasmine, plus tard, à la fin de l'émission, oui. en actualité culturelle, vous allez nous parler de Fanny Britt, oui. qui est sur une liste de prix prestigieux. Pour un prix prestigieux. C'est ça. C'est un prix littéraire, c'est le prix Giller. Il y a un avant et il y a un après ce prix. Ah oui. C'est vraiment, je dirais, en fait, reconnu au pays là, comme étant l'une des plus importantes récompenses dans le milieu littéraire. Et je vais vous parler de son œuvre, bien sûr. Alors, on va faire le tour de ça ensemble. Parfait. On y revient un peu plus tard. On va parler sport également avec Olivier qui va se joindre à nous. Sinon, allons-y avec les prévisions de la météo. Véronique, tiens, c'est du beau et même du chaud pour ce temps-ci de l'année. Voilà. Des conditions encore assez estivales aujourd'hui. 23, 25 degrés, 24 à 26 demain. Ça pourrait aller jusqu'à 25, 27 jeudi. Donc, situation de blocage météo. On est du côté ensoleillé, plutôt doux. Ce qui arrive avec un blocage, c'est qu'à un moment donné, ça débloque. Alors, ça va se faire vers la fin de la semaine. Mais on n'aura pas énormément de précipitations avec ça. Jeudi, en fait, aujourd'hui, c'est plein soleil. Demain, on remarquera un ciel un peu plus variable quand même. Là, il y aura un petit peu plus de nuages ici et là, mais ça reste du beau temps. La nuit, on est autour d'11 à 13 à Montréal, 7, 10 degrés en secteur montagneux. Il peut y avoir un petit peu de brouillard le matin. C'est le cas en Estrie ce matin. Rien d'inquiétant. Et là, jeudi, c'est le passage du front. Donc, jeudi, soir, tard, ça va devenir variable, plutôt nuageux dans la soirée. Petit risque d'orage pour les régions les plus au sud. Là où les précipitations pourraient être un peu plus importantes, c'est vers Québec, le Saguenay, les Hautes-Laurentides, l'Abitibi. De ce côté-là, ça passera avec quelques millimètres d'eau. Mais au sud, ça reste encore très, très sec. Et derrière, on va retrouver le temps plus frais vendredi. Samedi également, petite fraîche pour commencer le week-end. Mais dès dimanche, on replace les températures dans les normales. Ah oui. Ça veut dire 20, 21 degrés. Alors, rien de trop perturbé à moyen long terme côté météo, outre le manque de pluie. Donc, c'est un sec qui se poursuit. Ça a été sec cet été, c'est encore ça. Oui, vraiment, une tendance, même si on regarde le très long terme, là, jusqu'à la mi-octobre, des systèmes très, très, très divisés, dispersés, de petites pluies ici et là. Pas de système dans l'Atlantique non plus, hein? Très, très calme côté saison ouragan. Alors, on n'a pas de reste de tempête qui remonte jusqu'à chez nous. Tout ça reste à voir, mais on est en situation de sécheresse, oui, et ça risque de perdurer encore. Beau temps aussi pour l'Abitibi. C'est le cas pour tout l'est du Québec également. Le soleil domine avec des températures de l'ordre de 25 en Abitibi. C'est du 18 à 22 degrés pour le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, encore un peu plus chaud demain. Tout le territoire ontarien est sous le soleil, peut-être un petit peu plus variable sur la portion nord. Et c'est du temps chaud au nord de l'Ontario. Aujourd'hui, 29, indice humidex près de 36-37.
C'est quand même pas froid. Je comprends. Dans le sud, Toronto, Windsor, Ottawa, on y va avec 25 à 27, soleil dominant. Beau temps, Vancouver aussi, 22-27 degrés. Il fait beau à Edmonton, Calgary, 23-24. C'est plus variable sur le sud de la Saskatchewan et du Manitoba. On a un petit risque d'orage en fin de journée. Les températures sont quand même autour de 23-24 degrés. Alors, quand est-ce qu'arrive officiellement l'automne? Ce sera le 22 septembre. Le 22. Donc, la semaine prochaine, si on veut être précis, 14h19. OK. Mais d'ici là, Faut ça une sent grande l'été. fête à ce moment-là. J'aime l'automne. Ah, moi moi. aussi, j'adore Ma l'automne. saison préférée. Ah, moi aussi. Ouais. C'est le fun, l'automne. Moi, je suis d'accord avec vous aussi. Ouais, hein? Je veux faire Bon, partie mon Dieu, du il y a un groupe. là. consensus Vous autour êtes de la team table. C'est automne merveilleux. aussi? Team Olivier, automne. Olivier qui vient Ah. d'arriver. Automne? J'adore l'automne. Bon. J'adore. Bon, parfait. Tous des gens qui doivent aimer Écrivez-nous, les c'est quoi votre lasagnes. saison préférée? En régie aussi, ça applaudit. Bon, ben, c'est l'automne. C'est C'est l'automne pour l'automne, tout le monde. c'est décidé. Tant mieux, tant mieux. Au sport maintenant. Voyons voir. Deuxième effort. Rogers. En plein centre. Elle semble satisfaite, ça devrait être bon. Ça aussi, Ouais, 80! C'est plus de 80 mètres, Kevin Laurent! 80 à son deuxième essai pour Rogers. 80 mètres, la première Canadienne! la J'adore première ce genre de description où il y a beaucoup d'émotions et on comprend. Donc, Cameron Rogers, ça, c'est le lancer du marteau. Exact. A donc réussi, très bien réussi. Deuxième titre mondial au championnat du monde d'athlétisme à Tokyo, au Japon. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'elle était très attendue aussi, Cameron Rogers, parce qu'elle était championne olympique en titre, oui. championne du monde en titre. Donc, elle défendait justement les honneurs hier à Tokyo lors de cette compétition de lancer du marteau. Et surtout que ce lancer, dont vous avez entendu la description, qui a été le lancer gagnant, n'a été que son deuxième lancer sur 6. Wow. Et donc, c'est vous dire à quel point elle a dominé très rapidement la compétition. Donc, Cameron Rogers, qui est allé décrocher l'or, une deuxième médaille d'or pour le Canada à ses championnats du monde, avec ce lancer de 80 mètres et 51. C'est un record personnel, record canadien aussi par le fait même. Elle s'approche tout près du record mondial d'ailleurs. Donc, vraiment, là, ça a été toute une performance pour elle hier lors de ces mondiaux. Et elle a dit s'être même surprise de se lancer. Elle savait que c'était bon, mais elle savait pas que c'était aussi bon et elle savait pas surtout que c'était passé au-delà de la barre des 80 mètres. Elle avait jamais fait mieux que tout juste en bas de la barre des 79 mètres. Donc, c'est dire à quel point là, elle a vraiment amélioré sa marque personnelle et vraiment soulagée d'être capable d'aller chercher ce titre-là à Tokyo. Donc, deuxième titre pour le Canada. Il pourrait y en avoir un troisième aujourd'hui parce que Ethan Katzberg, donc son homologue chez les hommes, qui a aussi remporté l'or à Tokyo, à Paris, pardon, sera de la finale. Lui, il a fait ses qualifications hier à son premier lancer, s'était plié, qualifié pour la finale. Ça a été le meilleur lancer de la journée. Donc, on pourrait s'attendre à une autre médaille d'or aujourd'hui à ces mondiaux. Et sinon, hier, parmi les Québécois ou les Canadiens qu'on surveillait, il y avait Jean-Simon Desgagnés qui était de cette finale aux 3000 mètres steeple. S'était qualifié alors qu'il avait chuté en demi-finale. Et même s'il n'était pas dans les temps, les arbitres, ou en fait les officiels, ont jugé qu'il y avait eu obstruction. Donc, on l'avait qualifié pour la finale. Mais il a terminé 13e hier avec un temps de 8 minutes 39 secondes et 96 centièmes. C'est le Néo-Zélandais Gordy Beamish qui est allé chercher la victoire sur cette épreuve. Mais déjà, une finale, c'était quand même, dans les circonstances, là, je pense que c'était bienvenu pour Jean-Simon Desgagnés. Puis, il y a aussi Armand Duplantis aussi qui est allé chercher la médaille d'or au saut à la perche avec un record du monde, encore une fois. Donc, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il est en train d'abattre comme boulot là, sur le circuit mondial. Il y a Armand Duplantis, puis il y a les autres très, très loin derrière. Ah oui, OK, à ce point-là. Donc, c'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait hier. Parlons du Canadien de Montréal. Hier, c'était le tournoi de golf et là, le camp d'entraînement commence et les ambitions sont grandes. La Coupe à Montréal. Je vous laisse le Pas dire. la plus talentueuse. C'est pas ça qu'on a entendu. L'équipe la plus talentueuse C'est ça, depuis ouais. l'arrivée de Kent Hughes Faire de son mieux. comme Avec directeur l'arrivée de général. l'automne, arrivée d'odeur de coupe, Oui. déjà. D'accord. Non, je fais des blagues. Ben écoutez, on a parlé d'ambition, oui, on s'est dit, on parle, je pense qu'on pense beaucoup aux séries éliminatoires, mais peut-être qu'on n'a pas voulu s'engager dans Non, cette c'est voie-là ça. de manière aussi claire, mais On quand s'est fait même. dire en termes de ligne de communication, n'allez pas là, ça va vous suivre toute la saison. Ben exactement. Et là, Martin Saint-Louis, hier, lui, a parlé de son équipe aussi, de ce qu'il veut voir avec son équipe aussi, cette fameuse constante qui pourra les aider peut-être à aller décrocher cette Coupe Stanley. On l'écoute. La chose la plus difficile pour un jeune, c'est d'aller chercher de la constance. C'est ça, cette année, je pense qu'il faut améliorer. C'est la constance. Parce que notre bon, il est très bon. Mais comment constant qu'on peut être avec ça? Puis tout en sachant que ça ne sera pas comme ça toutes les games. On peut-tu monter notre plancher? Je pense que si on est à une place là, où il faut aller chercher un petit peu plus de constance. Donc, Mathieu, M'ennuyait de ça, c'est ce genre de On déclaration-là. l'aime, hein? Mathieu, Ouais. c'est bien beau être exceptionnel, là, mais quand vous n'êtes pas bon, soyez un petit peu meilleur. C'est ce que Martin Saint-Louis vous dit. Essentiellement. Réfléchissez à ça. Le plancher aussi, hein? Ouais, Ouais, plancher montez, plus haut. montez le plancher, OK? Merci, Olivier. Bonne journée. Bonne journée.
Revue de presse ce matin. Il est beaucoup question dans les quotidiens d'un peu partout au pays de cette rentrée aux communes hier, ce premier duel entre Pierre Poilievre et Mark Carney. D'ailleurs, c'est en une du Devoir avec la photo des deux hommes. Mais essentiellement, ce qu'on lit, c'est que les élus sont tournés évidemment à la Chambre des communes lundi. La camaraderie, parce que ça a commencé sur un ton plutôt sympathique, a rapidement laissé place aux chahuts et aux accusations partisanes lors du tout premier échange au Parlement entre Pierre Poilievre, chef conservateur, et le premier ministre Mark Carney. Sinon, il est question d'éducation aussi en une du Devoir de ce matin. Activité et soutien ECOP dans les écoles. Malgré un réinvestissement à Québec, lit-on, plusieurs centres de services scolaires doivent réduire certaines de leurs dépenses. Donc, l'ancien ministre Bernard Drinville a réinvesti partiellement en éducation cet été. Il y a des centres de services qui ont tout de même dû inclure dans leur budget, qu'ils adoptent ces jours-ci, des coupes dans plusieurs de leurs dépenses. On compte entre autres le soutien aux enseignants, l'entretien des écoles, de même que des activités sportives ou culturelles destinées aux élèves. C'est ce qu'a constaté le Devoir. C'est le cas notamment au Centre de services scolaires de Montréal, le plus gros centre de services au Québec. Donc, c'est à lire dans le Devoir. En une de la presse, on titre « Record tragique » en lien avec le décès de sans-abri. Ils sont morts dans l'espace public devant la porte d'un commerce sans qu'aucun drame ne fasse les manchettes. Les morts de sans-abri sont une épidémie invisible, une épidémie qui vient d'atteindre un sommet, dit-on dans la presse. Au moins 108 personnes sont mortes en situation d'itinérance en 2024 au Québec, d'après des données justement compilées par la presse. La moitié ont succombé à une surdose accidentelle. Parmi eux, il y a des jeunes dans la vingtaine. Donc, on détaille tout ça dans un dossier ce matin publié en une de la presse. Sur la scène judiciaire, ce qui retient l'attention, et ça fait l'objet d'articles dans tous les quotidiens ce matin, c'est l'histoire de cette fillette, vous vous souvenez, qui avait été abandonnée, fillette de 3 ans, et qui a été retrouvée sur le bord de l'autoroute en Ontario. Dans son délire, la mère croyait que sa fille était possédée. C'est ce que nous raconte la presse, parce qu'il y a eu hier un procès. Ça a été très rapidement parce que et la défense et la couronne se sont entendus sur la trame factuelle, sur le fait, effectivement, qu'il y avait non-responsabilité criminelle. C'est ce que le juge a entériné hier. Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Maintenant, il y a encore un débat à savoir si elle doit demeurer détenue à l'Institut Philippe Pinel ou si elle peut sortir comme elle le demande. Vous pourrez lire les détails donc dans plusieurs articles, entre autres c'est dans la presse, qui se demande aussi dans sa section affaires, est-ce que c'est le temps de tarifer les services? Est-ce que ça peut être une solution? Le gros déficit du gouvernement du Québec ne pourra être résorbé qu'avec des coupes dans les dépenses. Est-ce qu'une partie de la solution passerait par une hausse de la tarification de certains services publics? Francis Vaille signe une chronique là-dessus dans la presse. En une du Journal de Montréal, son auto saisie et vendue par erreur. Le journal qui raconte l'histoire d'une aînée qui a vu une aînée de 74 ans, une dame donc qui vit dans une résidence pour personnes âgées et qui va stationner sa voiture chez un ami. Cet ami-là a reçu la visite d'un huissier pour des dettes impayées. La voiture, donc, qui était dans l'entrée ne lui appartenait pas, mais le huissier a quand même saisi la voiture qui appartenait donc à la dame de 74 ans à qui le journal a parlé. La dame qui a pu finalement, notamment en raison de son contact avec les journalistes, récupérer sa voiture. Le huissier, l'employeur du huissier en question se défend en disant « On n'a pas assez d'outils pour être en mesure de savoir à qui appartiennent les véhicules. » Donc, c'est pour ça que le véhicule a été saisi. Donc, toute une histoire pour cette dame ce matin qu'on raconte en une du Devoir. Sinon, dans le Globe and Mail, on apprend ce matin que sur la plume de Niall McGee, que le premier ministre Mark Carney est intervenu pour s'assurer que la compagnie Anglo-American, donc une compagnie anglaise qui a fait cette offre donc d'achat de 20 milliards de dollars pour acheter Tech Resources, déménage son siège social à Vancouver. Le siège social de la compagnie est en Angleterre, qu'il soit déménagé à Vancouver. Donc, c'est à lire en une du Globe and Mail de ce matin. Et Radio-Canada.ca, Ottawa, il y a un buzz autour du secteur de la défense. C'est notre collègue Daniel Leblanc, les entreprises militaires qui courtisent le gouvernement Carney, qui a promis des milliards pour les forces armées canadiennes. Beaucoup de lobbyistes, donc, qui tentent de faire des représentations pour les entreprises, justement, qui les paient afin d'avoir une part du gâteau. On sait que les dépenses militaires vont bondir au cours des prochaines années au Canada.
Alors, on y revient, je vous le disais au début de l'émission, beaucoup d'actualités en provenance de la bande de Gaza. Il y a eu une nuit de bombardements intenses. L'armée israélienne qui a lancé une opération terrestre contre la ville de Gaza. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Mathieu. Alors, avec cette nouvelle offensive, le gouvernement de Benyamin Netanyahou souhaite en finir avec le Hamas et ses combattants. Jean-Philippe, donc, les troupes israéliennes avancent dans la ville. C'est ce qu'on a comme information là, en développement au cours des dernières heures. Oui, ça fait des semaines qu'on parle de cette opération que veut lancer donc le gouvernement Netanyahou. Alors donc, les troupes israéliennes, vous l'avez dit, avancent dans la ville, ce qui pousse encore la population palestinienne à fuir, ceux qui restent à partir, alors que l'armée, que les soldats avancent avance dans la ville, avance dans le centre-ville où, selon Israël, il y aura encore de 2 à 3 000 combattants du Hamas. D'après l'armée israélienne, Mathieu, il y a déjà 40% des résidents de Gaza qui ont quitté la ville pour trouver refuge dans le sud de l'enclave palestinienne. C'est le cas de Hassan et Sama, un homme et une femme, qui ont réussi à fuir avant le début de cette opération terrestre qui vient tout juste de commencer. On les écoute. Tout est détruit. Depuis le début de la guerre, il y a 2 ans, nous n'avons jamais quitté le quartier d'Eskandar. Mais depuis plusieurs jours, c'est l'enfer là-bas. On a eu peur, alors nous sommes partis. Nous avons ensuite appris que tout le quartier avait été anéanti. Dans le sud, la population est très nombreuse. Il y a beaucoup de tentes, mais sans aucun espace disponible. J'ai cherché, mais je n'ai trouvé aucun lieu pour me réfugier. Tout ce que nous attendons maintenant, c'est la mort. Témoignage difficile, puis on comprend que ces gens-là, en tout cas avec ce témoignage-là, n'ont nulle part où aller, cherchent des endroits où se réfugier. Et donc, cette offensive arrive alors qu'au cours des dernières heures, une commission internationale des Nations unies a accusé Israël de génocide. Oui, c'est dans un rapport qui est publié aujourd'hui. Il y a une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU, Mathieu, qui accuse Israël de commettre un génocide à Gaza depuis octobre 2023. La commission conclut que le président, que le premier ministre et l'ancien ministre de la Défense d'Israël ont incité à commettre un génocide. La commission d'enquête cite en exemple l'ampleur de la tuerie dans la bande de Gaza, les obstructions à l'aide humanitaire, de même que les déplacements, on en a parlé, des déplacements forcés de la population. Israël, bien sûr, qui a rejeté les conclusions du rapport qu'il a qualifié de biaisé et mensonger. Et tout ça survient au moment où il y a le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui est arrivé au Qatar pour demander aux autorités de poursuivre leur rôle de médiateur entre Israël et le Hamas, malgré l'attaque qui a été lancée la semaine dernière là, par l'armée israélienne, par Israël en fait, contre un édifice là, à Doha, où étaient entre autres réunis, là, semble-t-il qu'il y avait des membres du mouvement du Hamas à cet endroit-là. Oui, ça n'a pas fait l'affaire des États-Unis, effectivement. On l'a senti dans les heures suivant ce bombardement. On va suivre ça, évidemment, tout au long de la matinée avec vous. Jean-Philippe, merci. Merci, au revoir. Julie Jasmine est de retour en studio avec nous. Alors, Julie Jasmine, parlons-en de Fanny Britt, qui figure sur la longue liste du prix Giller. Parlez-nous de ce prix-là et de l'œuvre donc de Fanny Britt qui s'y retrouve. C'est son roman Sugaring Off, qui est la version anglo de Faire les sucres. Okay. C'est un roman qui est paru en 2020, qui lui a d'ailleurs valu le prix littéraire du gouverneur général l'année suivante. Et donc là, on parlait de la traduction, bien sûr. Elle figure dans la longue liste, c'est-à-dire qu'il y a 14 auteurs présélectionnés. Et c'est la seule traduction sélectionnée cette année. Donc, et là, les prochaines étapes, c'est ce qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Les finalistes, donc la courte liste, ce sera le 6 octobre. Il y aura aussi ensuite le fameux gala télévisé à Toronto sur les ondes de CBC. Ça, c'est le 17 novembre. Alors, si elle passe la rampe, évidemment, de la courte liste. Il faut savoir que le prix Giller, c'est la récompense la plus importante au pays en œuvre de fiction. C'est la plus prestigieuse parce que, pensez-y, il y a toute la visibilité qui vient avec et un impact évidemment mesurable sur les ventes
Et je dirais, ça change pas le monde, sauf que c'est 100 000 pour le lauréat, le grand gagnant. Et les finalistes ont 10 000 Alors, et faire les sucres, bien, ça parle d'un couple aisé qui fait face à une crise existentielle dans ses vacances au Massachusetts, à Martha's Vineyard, et sera aussi adapté au cinéma par la cinéaste Léa Clermont-Dion. Ce sera sa première œuvre de fiction. Ça a été annoncé assez récemment, je dirais, et en vue d'un tournage en 2027, mais on sait que le financement a été accordé à Téléfilm Canada. Alors, comme quoi qu'une œuvre qui date de 2020 peut faire son chemin. Oui, c'est ça, tant mieux, bravo. Et on verra le 6 octobre si le livre se retrouve sur cette courte liste. Marc Derry, c'est un ancien Zébulon, les plus vieux s'en rappelleront peut-être. Il est en solo quand même depuis un certain temps. Il lance son 6e album solo. Oui, il le présentait hier aux médias en vue de sa sortie vendredi. Alors, le titre, « J'aime ça quand t'es là ». Okay. C'est charmant, mais ça veut dire l'amour au sens large. Très grand mélodiste, bien sûr, Marc Derry, conteur invétéré. Puis je dirais surtout, moi, ce que j'aime, c'est sa signature. Aligner des mots sonnants, semblables avec des rimes. Et ce que vous allez retrouver là-dessus, et là, ça va piquer votre curiosité, il y a du blues, il y a du jazz, mais aussi du hip-hop. Quelque part, on a bu le nectar, on a bu l'idée forte. À quelque part, on avait de l'espoir, on avait la guitare. Je me suis réveillé avec je sais pas qui, je sais pas où, mais je suis quelque part. Un autre matin où je me demande qu'est-ce qui s'est passé hier. Qui l'accompagne? Impost étant un des membres fondateurs de Mosaïen. Alors, cette chanson s'appelle Quelque part et il y a plein d'autres belles pépites là-dessus, surtout jazz, comme quand il raconte le baseball de son adolescence et ses chagrins d'amour. On entend au début Roger Brulotte. Ah. Ça aussi, je vais vous la faire entendre. Ça s'appelle Vlad Couture. Qui lance, puis oui, il y a plein de monde. Puis dans l'autre équipe, ça chante, ça crie. Derry pense à sa blonde. Intéressant. Comme ça va vraiment d'un style à l'autre, hein, vraiment. Oui, absolument. OK, alors ça, c'est Marc Derry, son 6e album solo, et ça sort vendredi. Parlons du prix des billets. Vous avez tenté, parce que Lady Gaga, on l'a annoncé, va être en spectacle dans plusieurs villes, dont Montréal. Vous avez tenté d'avoir des billets. Et le prix, hein, c'est ça? Le prix. Vous avez devant vous. Ça refroidit les acheteurs. Déçu, mais raisonnable. En fait, moi, j'avais fixé une limite personnelle. Je m'étais dit 250, 300. J'avais de belles lunettes roses, il faut quand même se le dire. Combien? En fait, c'était 675. Et là, on parle de la section 300, qui est le dernier balcon du Centre Bell. C'est le mur qui est en arrière. Alors voilà, puis ça, ce sont évidemment pas les sites de revente. C'était sur Ticketmaster, donc la vente officielle. Je n'ai pas réussi. Ouais, c'est très cher. Ça me fait penser aussi que là, c'est la tarification dynamique, bien sûr, que forte demande égale fort prix. Pour ce qui est des sites de revente, ça me fait quand même réagir parce que Ariana Grande a fait une sortie récemment sur ses réseaux sociaux parce qu'elle a lancé ses billets pour sa prochaine tournée l'été prochain et on avait un prix pour une zone VIP à 1,3 million de dollars américains, imaginez. Et elle-même a dit, c'est pas correct, on va essayer de trouver des solutions. Je suis très préoccupée par cela. Évidemment, Lady Gaga, c'est pas ça, c'est pas la revente. C'est moi, Marc-André, qui a baissé pavillon. Non, mais c'est ça, mais quand même, c'est sûr que si quelqu'un paie son billet 670 sur un site de revente après ça, ça va être certainement le double. Voilà. Et il n'y a comme pas de limite à un moment donné. Merci beaucoup, Julie Jasmine. On se retrouve demain. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.